Bonjour tout le monde, bonjour à tous, chers compatriotes, c'est encore moi votre fils Joseph. Ça fait longtemps que je n'ai pas produit une vidéo pour faire l'analyse sur la situation politique dans mon pays, parce que en même temps je suis au four et au moulin, c'est-à-dire que je suis concentré sur le finissage donc de ma thèse Mythe de la vérité, qui est une thèse que je fais avec l'université de Paris-Sorbonne, thèse essentielle, donc qui sera soutenu, sorti d'ici là. Mais j'ai décidé d'arrêter, de marquer une pause quand même par rapport à ce que je fais dans le cadre de la préparation de ma tête pour quand même réagir et donner une analyse par rapport à ce qui s'est passé quand même, un fait grave qui s'est passé avant-hier à Paris entre le président de la RDC, notre président, le compatriote Félix Antoine Tshilombo, et le président rwandais Paul Kagame, son excellence, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je retiens? La question ici va être dans cette vidéo de répondre à, deux questions. En fait. D'abord, est-ce le président rwandais était dans la légitimité de répondre ainsi, de façon aussi désobligeante et aussi méprisante vis-à-vis de la situation telle que elle a fait l'objet de la question qui lui a été posée par le journaliste France 24. Ça, c'est la première question. Est-ce qu'il est dans la légitimité ou pas? Donc, tout à l'heure, en quelques mots, je vous dirai. Et la deuxième, est-ce la réponse de la réaction, non réaction, mais réaction, quand même, du chef de l'État a été à la hauteur de cela? Est-ce que la posture, la stratégie optée par le chef de l'État a été est mieux placée, a été mieux placée face à une telle situation? Donc, je répondrai, s'il vous plaît, à ces deux préoccupations, tout simplement. Et je m'attaque à la première. Eh bien, c'est le président rwandais qui arrive à Paris avec d'autres présidents, donc à l'occasion, enfin, pour siéger à l'Assemblée, à la conférence, à la réunion, tout ce qu'on veut, sur le développement, la situation économique en Afrique, le développement économique du continent. Comme c'est d'habitude, pour réfléchir sur le développement du continent, ça doit avoir lieu ailleurs que sur le continent. Alors là n'est plus le problème. Et donc, ce qui sera reçu en marge de cette conférence par le, excusez-moi, le compatriote président de la République, monsieur Félix Antoine Tshilombo. Alors, qu'il le reçoit, moi, ça m'a quand même frappé, déjà dans la réception, qu'il le reçoit en tant que frère, en s'exclamant, voilà, avec une attitude aussi ostentatoire. Waouh, mon frère, Paul Kagame. Le président explique, essaie même de parler l'anglais, lui qui ne parle pas anglais, pour montrer au monde, à l'humanité tout entière, que, en fait, en la personne de Kagame, il s'agissait d'un frère. Ok. Sauf que lorsque ce dernier aura son entretien avec France 24 et que la question va lui être posée concernant la République démocratique du Congo, dont monsieur, donc son Excellence Félix, qui venait de le déclarer comme frère et président, et là, il va y avoir un problème. Il va y avoir un souci. Pourquoi? Parce que à une question qui veut savoir ce que le voisin pense de ce qui s'est passé chez nous, c'est-à-dire tout ce qui a eu comme, d'ailleurs légitimement peut-être considéré comme génocide, des massacres, l'insécurité, des groupes armés depuis 1994, eh bien, jusqu'à aujourd'hui, le président rwandais n'a pas mâché ses mots pour les qualifier tout simplement de montage. C'est-à-dire, il va qualifier tout ce qui est
été dit, tout ce qui est encore dit, et tout ce que la population locale dans l'Est du pays souffre en termes d'insécurité, en termes de tout ce désordre d'instabilité comme étant de pur montage. Et parce que cela, comme disons, figure de proue, c'est des défenseurs, hein, celui qui est en première ligne pour défendre cela, au niveau de la communauté internationale, c'est le docteur Mukwege. Le président Van de Cleer, encore là-dessus, il va le taxer d'une marionnette. On va en quelques... Mon marionnette n'est pas sorti, mais presque dans ces mots, d'une marionnette de la communauté internationale qui le manipule pour salir le Rwanda, salir salir aussi la RDC. Il aurait d'abord eu, c'est-à-dire cette communauté internationale aurait d'abord mis en place une stratégie pour d'abord lui octroyer donc, le prix Nobel, et après, pour l'utiliser à des fins qui ne sont intéressantes que pour la communauté internationale, eh bien, dans le but, justement, pour le président rwandais, de se déstabiliser, de salir le Rwanda. Et là, il se pose un problème. Il se pose un problème parce que lorsque nous relisons l'histoire, et vous savez que moi je vous ai dit qu'à chaque fois que je ferai une analyse, rassurez-vous que ça serait une analyse objective, une analyse claire, objective, non violente, non partisane, mais juste. C'est-à-dire que lorsque nous retournons en arrière, lorsque nous relisons l'histoire de l'Est de la République, voilà, nous qui sommes nés des années 80, nous voyons que le problème de la République démocratique du Congo, s'il pouvait avoir des racines lointaines, c'est-à-dire celles qui remontent à avant les années 80, mais il y a lieu quand même de placer comme début, de reconnaître un début de la crise sur le plan de la sécurité dans cette partie de la République à partir de 1994, c'est-à-dire à partir du génocide rwandais. Voilà. Eh bien, parce que ce génocide va faire déverser des milliers des populations, des génocidaires avec armes et munitions pour traverser la frontière à la demande de la communauté internationale. Et nous sommes là sous le régime de Mobutu, à la demande de la communauté internationale. Je devais avoir 9 ans, en 1994, je devais avoir 9 ans. Eh bien, et la crise, l'instabilité de l'Est commence à avoir le jour. Parce que ces groupes armés qui rentrent, enfin, ces populations, ces criminels, venant s'installer dans l'Est de la République avec armes et munitions, ben, se mettent à faire des opérations, commence à torturer la population locale, commence à faire sa loi, jusqu'à en faire une petite république dans la République. Mobutu sera renversé en 1997 par une alliance qui naîtra dans l'Est, donc qui naîtra au Rwanda, me semble-t-il, sous l'impulsion de la communauté internationale, me semble-t-il, mais jusqu'ici, il n'y a pas la preuve du contraire. Et donc, une alliance va naître avec des pays autour pour renverser le régime de Mobutu, qui sera renversé d'ailleurs de façon qui n'a jamais eu lieu, c'est-à-dire aussi facilement qu'on pouvait s'y attendre. Et donc, c'est le AFDEL qui prend le pouvoir avec Laurent Désiré Kabila. Il va y avoir fraction, hein, c'est-à-dire lorsque les alliés d'hier deviennent des ennemis d'aujourd'hui, Kabila va se séparer avec ses alliés qui vont se faire la guerre, parce que tout le monde, tous les alliés vont retourner chez eux, sauf les Rwandais et les Ougandais, qui vont en complicité avec des rebelles locaux, avec ses compatriotes assoiffés de pouvoir, assoiffés de poste,
qui vont former leur rébellion, nous sommes en 2000, des années 2000 ou... ouais, je vois, 2000, hein. Eh bien, ils vont former le RCD. Maintenant, les massacres dont on parle, génocide, ont eu lieu dans la période exactement allant de l'évasion, hein, de l'arrivée des FDLR, oui, des FDLR, hein, des génocidaires rwandais, dans la région est de notre pays. À partir de ce moment-là, les massacres, les tueries commencent jusqu'à aujourd'hui, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Parce que lorsque l'armée rwandaise arrivera dans la région, et l'armée ougandaise, il va y avoir une guerre entre les deux, et les réfugiés, ceux qui se trouvaient refuges, parce que parmi ces Tutsis, ces Rwandais génocidaires, tout le monde n'était pas armé, tout le monde n'était pas militaire. Il y avait aussi, il existait une grande partie des populations des civiles, donc des gens qui n'avaient rien à voir. Et ceux-là étaient cantonnés, voilà, à des endroits importants par la communauté internationale. C'est comme ça que vous parlez, on apprendra sur le massacre de Tingi-Tingi, c'est un camp, Tingi-Tingi, Makobola, ben, c'est un autre camp, massacre, ainsi de suite. Donc, il y a eu un certain nombre de massacres, et après ces massacres, eh ben, il y a eu des tueries comme ça, parce que, par exemple, il va arriver que l'armée rwandaise et l'armée ougandaise vont se livrer à une guerre en pleine ville de Kisangani, et qui va se solder par plusieurs morts des civils. Hein, les vestiges sont là, les sites sont là et tout ça. Alors, cette déstabilisation de l'Est va continuer jusqu'à aujourd'hui. Et qu'est-ce que la question concernait, voilà, que visait la question qui a été posée par le président rwandais? Parce que cette parenthèse, je vous l'ai ouverte juste pour vous faire comprendre de quoi il s'agit, hein, lorsqu'on parle de génocide, de massacre dans l'Est de la République, dans l'Est de la RDC. Donc, la question a été posée à M. Paul Kagame parce qu'un rapport des Nations Unies a montré du doigt quelques membres de l'armée rwandaise parmi ceux-là qui sont présentés aux yeux de la communauté internationale, je demande comme étant des auteurs de ces crimes-là, de ces massacres, ces tueries, par-là, ces tortures. Donc, et qui sont poursuivis et qui sont susceptibles d'être poursuivis pour crimes, hein, pour avoir commis des crimes contre l'humanité. Voilà. Maintenant, le président rwandais refuse ça. Et le docteur Mukwege, hein, réparateur des femmes, le docteur Mukwege va gérer sur ce dossier. Pourquoi? Parce que pour lui, l'impunité de ces coupables, c'est-à-dire si on laisse ça sans qu'une justice puisse établir les responsabilités des uns des autres, eh bien ça va continuer. Pourquoi? Parce que ces faits ont engendré dans la mentalité des gens et des groupes armés à l'Est une mentalité telle qu'on pouvait se livrer à toute vandalité, tout type de vandalité, toutes sortes de criminalité, en toute liberté, comme on veut, et sans que l'on ne soit inquiété par qui ou quoi que ce soit. Voilà, c'est ça. Et le Dr Mukwege, en tant qu'ambassadeur de la paix, veut mettre fin à cette mentalité. Parce que pour changer une société, ben, cela doit partir par le changement de la mentalité. Et maintenant, pour le président rwandais, celui-ci, c'est juste une marionnette de la communauté internationale, il n'a rien à voir avec tout ça, il est monté, donc c'est faux. Sauf que pour la population locale, cela étant, c'est une réalité vraie. Parce qu'au moment où nous parlons, il y a des familles qui ont perdu leurs parents, qui ont perdu leurs enfants, qui ont perdu leurs amis à cause de ces massacres, qui continuent d'ailleurs aujourd'hui. La preuve en est d'ailleurs que dans la région, aujourd'hui, nous vivons un état de siège décrété depuis quelques semaines par le président de la République, Paul Kagame. Donc, en niant ces massacres, en rejetant en bloc ces accusations, le président Paul Kagame blanchit les siens. Donc, il blanchit
les membres de son armée qui sont poursuivis, il blanchit son implication personnelle dans ces affaires. Il blanchit, il nie tout. Attitude qui n'est même pas à s'étonner, parce que le Rwanda n'a jamais avoué quoi que ce soit. On sait que le Rwanda, c'est ce pays qui n'a jamais eu tort au Dieu du monde. Il n'y a que le Rwanda qui a raison, et tout ce qu'ils font comme mauvais actes, déstabilisation d'autres pays, tout ça, ils l'ont toujours rejeté. Et paradoxalement, c'est le même pays qui en même temps que l'on fait passer à un certain moment aux yeux du monde comme exemple de la démocratie. Alors, je me pose la question sur ce que nous entendons par démocratie. Lorsque nous lions ça, nous parlons du Rwanda comme étant le modèle de la démocratie. Moi, ça me dépasse un petit peu, mais là n'est pas le problème. Mais maintenant, l'attitude du président Félix Antoine. Et donc, à la première question, vous avez déjà la réponse. À partir de ce que je vous ai expliqué, ma position est de dire que le président Paul Kagame a menti, il a rejeté, il a dit faux. Le Rwanda est bien impliqué dans ces affaires et les membres rwandais qui sont cités dans le rapport Mapping doivent être poursuivis en raison d'avoir participé d'une manière ou d'une autre à ces massacres, à ces crimes contre l'humanité, déjà qualifiés ainsi par la communauté internationale, à travers le rapport Mapping. Et nous ne citons même pas ces rapports congolais. Tout Congolais sait que le Rwanda a une part de responsabilité, qui n'est pas négligeable dans la déstabilisation justement de la partie est de notre pays. Il n'y a pas à intransiger là-dessus. Et le dire ainsi n'est pas créer une polémique. Pas créer une polémique, et c'est là que je vais répondre à la question de savoir si l'attitude du président Félix a été juste ou pas. Et je fais mon analyse en homme libre. Voilà. Interrogé par un autre média, parce que moi je suis dans un groupe, ça m'a sidéré, je suis dans un groupe où, me semble-t-il, les membres du gouvernement sont présents. Et je m'ai exprimé ma colère, quoi. J'ai dit, mais quelqu'un devait réagir. Voilà, un autre média interroge le président Félix à ce propos. Et moi, j'ai été frappé, j'étais étonné par sa réponse. Déjà, une réponse qui veut, qui est démissionnaire en quelque sorte. C'est-à-dire, dit, je ne veux pas polémiquer là-dessus, je ne veux pas parler dans les médias à propos de cette position donc, du président rwandais. Si j'ai à lui dire, je le lui dirai par la voie, par des voies diplomatiques bien appropriées. Donc, je ne veux pas, mais sachant que je suis soutenant soutenant du docteur Mukwege. Il a dit sans dire quelque chose. Mais ce que je reproche dans ces propos, c'est le manque de courage de le dire. Michel Foucault, que j'aime bien, qui est parmi mes maîtres à penser, il appelle ça la parésia, le dire vrai, qui est une pratique qui implique un certain courage. Dire la vérité, dire ce qu'on pense, dire ce qu'on sent, ne veut pas dire polémiquer. Remettre quelqu'un à sa place et le remettre au moment opportun, et de la même manière, et cela de la même manière que celui qui a provoqué, a procédé, n'est pas envisager une polémique, n'est pas interdit, n'est pas manquer de sagesse. Mais cela relève d'une, on va dire, il s'agit là de l'expression d'une certaine responsabilité. D'une certaine responsabilité qu'on a vis-à-vis de ces populations-là. Car en refusant de dire à travers les médias et sur place, stop au président rwandais, stop, vous n'allez pas piétiner sur le sang des milliers de compatriotes qui sont morts, et le chiffre, le nombre augmente, parce qu'il y en a qui continuent à mourir, et donc, vous n'allez pas balayer comme ça de revers de l'année. Chacun respecte ses morts. Nous respectons le génocide rwandais,
De la même manière que les autres doivent respecter ceux qui meurent ici. Au Congo, c'est à peu près 9 millions de morts dans l'Est de la République. C'est même on va dire, ce qui se passe là-bas, c'est le cadre d'insécurité, enfin, qui pose plus de morts qu'il y en a eu toute la Seconde Guerre, toute la Seconde Guerre mondiale durant. Les chercheurs essaient de calculer, se disent, écoutez, c'est la crise humanitaire quand même la plus grave. Enfin, la plus longue, la plus pas importante dans le sens que les vies congolaises sont plus importantes que d'autres vies, mais là où il y a plus de calamités, là où il y a plus de souffrance, là où il y a plus de morts, après la Seconde Guerre mondiale, c'est l'Est, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshilombo aurait dû l'arrêter, lui dire stop, vous ne dépassez pas certaines limites. Voilà la réalité, vous êtes impliqué dans ces affaires et vous allez, d'une manière ou d'une autre, répondre de vos actes. Vous, avec votre bande. Ça, c'est... Écoutez, nous n'allons pas non plus, parce que nous voulons être en paix avec tout le monde, accepter de perdre, risquer de perdre notre dignité, et notre liberté, notre responsabilité. Nous voulons bien vivre en harmonie avec les autres, avec tous les voisins, même avec, si on veut, l'humanité tout entière. Mais pas à n'importe quel prix. Pas jusqu'au prix des humiliations aux yeux du monde entier. Pas au prix d'accepter que l'on remette en question, même les plus évidentes. Même les évidences sur lesquelles on ne peut même plus discuter. Nous ne pouvons pas laisser ça. Mais le président a répondu, mais pour moi, ce n'était pas suffisant. Mais la voie diplomatique, ça veut dire quoi? Ça, c'est une fuite à l'avant. Cette politique, l'espèce de politique de l'autruche, qui ne veut pas affronter. Non, non, je refuse ici une attitude frontale. Je ne veux pas réagir frontalement. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? C'est comme un berger qui voit un loup rentrer dans sa bergerie et prendre sa brebis. Non, je ne veux pas je ne sais pas être confronté au loup. Ben non, mais attends, c'est quoi ça? Vous êtes garant. Vous êtes garant de la nation. Vous en avez la responsabilité de lui dire stop. Et parce que là, la suite, ça sera quoi la suite? Ça sera quoi? On va fermer les ambassades? Mais non, il n'y aura rien qui sera fait. Il n'y aura rien qui sera fait. Et dans l'entretemps, la parole est sortie. Le monde entier a entendu le président rwandais s'exprimer ainsi sur le problème que nous avons à la République démocratique du Congo. Nous devrons changer notre attitude, pas revoir. Je ne dis pas il faut faire la guerre, ça. Non, non, mais quoi? Il y a plusieurs manières d'imposer le respect que la guerre. Il y a une autre manière. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que les conflits, mais il y a une certaine manière d'imposer son respect à l'autre. De dire à l'autre, tu dois me respecter. Je suis digne de respect. Tu me retournes le même respect, je t'accorde, que je te donne la même considération. C'est ça aussi la souveraineté en fait. La diplomatie ne veut pas dire accepter tout, être en paix avec tout le monde. Mais non, même le conflit est diplomatique aussi. Si cela plutôt peut faire réfléchir à ceux qui ne vous prennent plus en considération parce que vous êtes vous-même affaibli avec une armée que vous n'organisez pas, des détournements tout le temps, vous n'avez aucun projet de société, aucune stratégie, vous êtes là, vous contentez de petites polémiques entre vous, politiciens, machin, aujourd'hui c'est tel, vous refaites tous les ans des nouveaux gouvernements qui ne produisent rien, ils ne font rien du tout, voilà, donc et vous affaiblissez vous-même, mais écoutez, sauvez au moins ce qui reste en dernier, qui doit rester en dernier, c'est-à-dire la dignité quand même de vous-même et de vos compatriotes. Sauvez au moins ça. Soyez au moins rigoureux sur une question, sur une chose, au moins. On ne va pas tous céder comme ça. Ça veut dire que certaines amitiés, fraternité, vous pouvez être des frères. Bien sûr, vous pouvez être des frères, on est tous, l'humanité est fraternelle, enfin on est des frères, mais quand même, lorsqu'un frère s'est mal comporté, il faut le lui faire savoir, par une attitude. Vous lui dites stop, c'est pas interdit. Vous lui dites stop, monsieur.
Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, si ce que le président Rwandais dit hier a choqué tout le monde, mais moi ça m'étonne. Il l'a toujours dit. Il ne s'agit pas là d'un essai. Il ne s'agit pas là de sa toute première fois de dire ces choses-là, les choses de cette façon-là sur les Congolais. Il n'a jamais eu de respect vis-à-vis des Congolais, vis-à-vis de ce qui se passe dans l'Est. Parce que, évidemment, il est bourreau, il est acteur, il se connaît, il plaide son innocence. Il a plaidé, ça c'est normal. Il l'a toujours dit. Mais parce qu'il le disait ailleurs, il ne le disait pas par exemple en France ou aux États-Unis et tout ça, on a banalisé. Les Congolais ont évité la polémique. Nos autorités ont évité la polémique et ont essayé d'habiller ça avec une espèce d'amitié, de fraternité oiseuse, je ne sais pas, tout le temps essayer de... Mais on ne force pas l'amitié, chers amis, on ne force pas l'amitié. Quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir l'amitié avec vous, vous pouvez lui offrir tout le trésor du monde, il ne le sera jamais. Le cœur ne ment pas, le cœur est vrai. Donc, je pense qu'il est logique que si quelqu'un n'est pas dans une attitude de respect mutuel, et là je vois Martin Buber, hein, avec quand vous lisez son livre « Le visage de l'autre », c'est-à-dire que face à l'autre, je suis bienveillant, mais à condition qu'il le soit aussi vis-à-vis de moi, c'est-à-dire une fraternité réciproque. Martin Buber, le je et le tu. Voilà, ce qui est une perspective complémentaire, pas contradictoire, complémentaire avec celle que vous pouvez lire dans Totalité infinie d'Emmanuel Levinas. Totalité infinie dit l'autre, quelle que soit son attitude, je lui dois de lui montrer un beau visage, je lui dois la bienveillance, quel que soit ce qu'il me fait, je lui dois respect, tout ça. C'est une autre attitude. Mais Martin Buber vient compléter ce qui manquait à cette perspective lévinassienne, une perspective lévinassienne qui manquait quelque chose. C'est-à-dire comment être en paix avec celui qui n'en veut pas. Comment être frère avec celui qui n'en veut pas. C'est parfois compliqué. Et ça donne ce qui s'est passé avant-hier. Ça donne ça. Partout, le frère va vous trahir. Parce que, au fond, il y a un problème de manque de considération, problème de manque de considération de l'autre. Parce qu'il y en a un qui se prend pour le maître, pour le gérant de l'autre. Hein? Et l'autre qui se laisse volontairement, la servitude volontaire. Étienne de la Boétie, un littéraire français au XVIe siècle, publie de la servitude volontaire. C'est-à-dire, vous acceptez vous-même d'être servant, alors que vous êtes libre de l'être ou de ne pas l'être. Qu'est-ce que la Boétie dit, conseille dans ce beau texte, c'est que il ne suffit pas de faire la guerre, il ne s'agit pas de faire la guerre au bourreau, mais juste d'avoir une attitude qui ne vous laisse plus passer pour des serviteurs, pour des subalternes. Donc faites-vous respecter. Faites-vous respecter. Par exemple, hier, vous dites, par rapport à ce qui s'est passé, que quelqu'un, là, dise stop, c'est tout. Hein? Discours de la servitude volontaire d'Étienne Boétie. Vous lisez ça, bon, je vous donne des références parce que je suis comme un chercheur et scientifique. Donc bref, voilà ce que j'ai voulu vous partager pour donc dans cette petite vidéo. En concluant sur ceci, que nos autorités devaient quand même avoir une attitude adoptée, changer, revoir leur attitude surtout par rapport à ces voisins qui se prennent pour des maîtres. Hein, Et puis, on devait aussi éviter de les inviter dans la résolution de nos problèmes. On ne peut pas inviter la cause dans la résolution du cause. Une autre faute grave. Ça, c'est un avis de faiblesse. On peut traiter avec tout le monde, sauf avec le même bourreau pour régler un problème. Parce que c'est l'attitude la plus... on vous lisez ici, c'est que c'est donner au bourreau tout le pouvoir. C'est une façon de reconnaître son pouvoir sur nous, reconnaître sa suprématie. Et puis ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien. Ça ne fait que le célébrer. Et il est content.
N'attendez pas de vos bourreaux, n'attendez pas de ceux qui ne vous aiment pas, qui ne vous considèrent pas, de le faire, de vous considérer de façon magique ou biblique. Mais non, n'attendez pas. Si vous-même, vous ne vous engagez pas dans une direction qui vous fait respecter, une direction dans laquelle vous faites respecter. C'est à vous de vous faire respecter et non pas à l'autre. Et ce n'est pas en considérant celui qui vous fait du tort, vous le considérant comme frère, que ça résout le problème. Ça ne résout pas le problème. Et au contraire, il faut le doiter et lui dire qu'il est ce qu'il est, qu'il doit changer. Il faut le rappeler. Voilà. Donc, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et puis, si cette vidéo vous a intéressé, ou même si elle ne vous a pas intéressé, si vous avez des remarques à y faire, vous faites vos commentaires, vous laissez comme ça la prochaine fois. Nous essayons d'améliorer notre manière. Voilà. Donc, c'est votre fils, frère, votre vrai frère, alors dans ce cas-là, Joseph. Je vous dis et je vous remercie. Au revoir.